Merci Dominique pour cette petite présentation. Alors je peux peut-être préciser aussi que je travaille effectivement dans un domaine qui est à l'interface, ou plus exactement dans ce que j'appelle la zone de recouvrement entre la physique et la chimie. Et d'ailleurs j'ai moi-même une formation plutôt de chimiste, hein. Ceux qui m'ont connu en tant qu'enseignant, il y en a quelques-uns dans la salle, savent cela. Et je suis maintenant, enfin en tout cas je me revendique comme étant un physicien, on va dire de la physique moléculaire, hein, bien entendu. Je remercie les organisateurs, je crois que c'est des journées effectivement très bien organisées. Et le summum pour moi, on ne l'a peut-être pas dit, mais c'est d'avoir réussi à faire mettre le changement d'heure européen juste le week-end des journées de l'UDPPC consacrées au temps. C'est quand même quelque chose d'assez fort. Je remercie également tous les participants, hein, qui sont nombreux. Alors, vous savez, faire une conférence à 11 h du matin un dimanche, hein, c'est pas forcément extrêmement facile, hein, c'est l'heure du PMU, éventuellement de la pétanque, enfin aujourd'hui le temps s'y prête pas trop, ou d'autres activités un petit peu moins laïques. Voilà, alors je vous remercie pour votre assiduité. Et donc, je vais vous parler effectivement de molécules en mouvement. Alors, l'idée, c'était effectivement de parler du temps. Alors, bon, moi, vous savez, j'aime bien les molécules. Hein, nul n'est parfait, mais j'aime bien les molécules. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur les molécules à propos du temps? Et puis, finalement, ça s'impose. C'est les échelles de temps qui sont propres aux molécules. Et donc, c'est les échelles de temps qui sont reliées aux différents mouvements moléculaires. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence sur mes travaux de recherche, hein, bien qu'il y ait effectivement le terme temps dans mes travaux de recherche. Je vais simplement essayer de faire, on va dire, un rappel, si l'on veut, hein, de ces différentes échelles de temps, des différents mouvements moléculaires, et vous montrer aussi comment on peut les observer. Hein. Il y a quelques observations de ces mouvements. Voilà, donc ça s'appelle molécules en mouvement. Alors, je vais démarrer d'abord par évidemment des modèles moléculaires, les modèles de molécules. Alors, vous les connaissez tous, bien entendu, hein, les modèles éclatés, comme ceux-là. Hein, vous reconnaissez la molécule d'eau, vous reconnaissez la molécule de fluorène. Alors, il y a un petit problème avec la couleur du carbone. C'est-à-dire, le logiciel que j'utilise, que je vais vous montrer après, parce qu'on va procéder à une expérimentation. Hein. C'est facile pour moi, parce que vous savez, je suis dans le domaine de la chimie théorique. La chimie théorique, ça se fait sur ordinateur, avec des logiciels, hein, et donc l'expérimentation, je peux la faire sans autre matériel que ce PC. Donc le logiciel que j'utilise pour l'expérimentation donne le carbone vert. Alors je me suis dit, je vais peut-être le changer, mais bon, finalement, après tout, c'est une convention, hein, parce que le carbone, dans la réalité, hein, vous l'imaginez bien, il n'est pas vert, il n'est pas noir non plus. Hein, l'atome de carbone, je veux dire. Tout ça pour dire que, comme vous le savez, ce sont effectivement des modèles. Hein. Ce ne sont même pas des maquettes, hein, bien entendu, parce que la molécule, elle ne ressemble pas à ça à une échelle plus petite. Ce sont des modèles qui sont censés représenter d'une part la géométrie de la molécule, et puis d'autre part l'arrangement des atomes, c'est-à-dire finalement les liaisons chimiques, si vous voulez. La molécule donc de fluorène, c'est une molécule, alors là, sur laquelle je travaille de temps en temps, qui est une molécule avec deux cycles carbonés, conjugués l'un à l'autre, et reliés par un CH2. Alors, je ne sais plus s'il y avait un pointeur, partout. Donc, reliés par un CH2 qui permet de rigidifier l'ensemble de cette géométrie, la molécule étant relativement plane. Elle a bien entendu des propriétés spectroscopiques, hein, importantes, et en particulier de fluorescence. Merci. Voilà, donc c'était pour montrer le CH2, mais vous l'avez reconnu. Ce sont les modèles éclatés. Vous avez également des modèles compacts. Hein. Les modèles compacts, ce sont des modèles qui sont... Oui, non, mais ça ira bien avec le rouge. Comme l'eau, enfin comme l'oxygène. Les modèles compacts sont censés représenter un petit peu plus l'encombrement, on va dire, du nuage électronique, hein, mais bon, il est bien évident que là aussi, bon, les couleurs sont là pour simplement rappeler quelles sont la nature des atomes, et que donc l'encombrement du nuage électronique reste ici complètement modélisé.
Alors, pourquoi je vous présente ces modèles? Parce que ce sont ceux que l'on donne dans le cadre de l'enseignement, hein, que l'on donne aussi, j'allais dire, dans la vie courante. Hein. Quand vous voyez des publicités, par exemple, où il y a des molécules qui sont représentées, c'est bien souvent ce genre de modèle, c'est d'ailleurs plus souvent les modèles éclatés que les modèles compacts. Et je trouve que ces modèles ont un grand défaut, c'est qu'ils masquent effectivement tout l'aspect dynamique des molécules, c'est-à-dire tous les mouvements qui existent au sein des molécules. On a l'impression qu'une molécule, c'est un objet, on sait qu'il est très petit, hein, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui est rigide et qui ne bouge pas, et puis voilà. Alors, donc, bien entendu, les molécules, on peut d'abord regarder cela, les molécules tournent. Hein. Alors, je vais montrer quelques molécules qui tournent. Alors, c'est là où j'ai besoin du logiciel, je suis désolé, je suis obligé de sortir de la présentation pour aller sur le logiciel de... Voilà. Alors, vous reconnaissez les deux molécules que j'ai traitées tout à l'heure, la molécule d'eau. Hein. Donc, la molécule d'eau, comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir la faire tourner. Hein. Il suffit, en fait, dans ce logiciel de faire ça. Alors bien sûr, je peux faire tourner. La molécule dans la réalité, effectivement, tourne suivant ses axes ou éventuellement de façon tout à fait quelconque, à des vitesses qui sont également variables, hein, c'est-à-dire elle a une énergie cinétique, et suivant donc la température, hein, la distribution d'énergie cinétique, fait qu'il y a des molécules qui tournent vite, d'autres plus lentement, elles tournent dans tous les sens, etc. Donc voilà pour la rotation de la molécule d'eau. Et puis bien entendu, la molécule de fluorène, elle aussi, peut tourner hein, de la même façon. Enfin, de la même façon, c'est-à-dire qu'elle tourne autour d'un certain nombre d'axes hein, dans l'espace ordinaire, à une vitesse qui dépend, bien entendu, là aussi de la température. Et vous imaginez facilement que je suis dans un domaine là où je peux identifier les molécules à des objets solides, hein, des solides, qui ont leur moment d'inertie, leurs moments principaux d'inertie. Hein, c'est un solide à 3 dimensions. Hein, et donc la molécule peut être, la rotation de la molécule peut être étudiée et visualisée de cette façon-là. Voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur la rotation de la molécule, si ce n'est que je vais donner quelques ordres de grandeur de la rotation. Donc, comme je viens de vous le dire, alors on va peut-être commencer par le cas de l'eau. Hein. Donc, vous avez des constantes de rotation qui sont liées directement au moment d'inertie par rapport aux axes principaux d'inertie. Les axes principaux d'inertie, ce sont l'axe de symétrie de la molécule d'eau et puis 2 autres axes qui lui sont perpendiculaires. Ces 3 axes suffisent pour définir le moment cinétique de rotation. Et vous avez donc des fréquences hein, qui correspondent aux constantes de rotation. Vous voyez l'ordre de grandeur, 630 GHz, 330 GHz et 215 GHz pour les 3 axes. Et cela nous donne un temps caractéristique de 10-12 secondes. Hein, la période, si l'on veut, est de l'ordre de 10 puissance moins 12 secondes. Hein. Donc voilà le premier temps caractéristique que je voulais mettre en évidence. Alors, dans les échelles de temps, vous voyez, on n'est pas du tout, évidemment, dans les échelles de temps que nous a présentées tout à l'heure Gabriel Chardin. Hein, c'est plutôt le contraire, hein, c'est-à-dire que la rotation telle que je vous l'ai montrée tout à l'heure, elle a été ralentie environ, on va dire, 10 puissance 12 fois. Hein. La molécule tourne, évidemment, beaucoup plus vite que ce que j'ai montré sur l'écran. En ce qui concerne le fluorène, eh bien entendu, ces constantes de rotation sont plus petites, hein, parce que son moment d'inertie est plus grand. Hein, la molécule a une extension spatiale plus grande, donc un moment d'inertie bien plus grand. Et vous voyez que vous avez une constante rotationnelle qui est entre 0,46 et 2 GHz, hein, ce qui vous donne un temps caractéristique qui est là aussi bien plus court, hein, bien plus long plutôt, qui est de 10-9 secondes. Alors, ce sont ce qu'on appelle des rotateurs asymétriques, hein, et bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais lorsque je dis que les molécules peuvent tourner à une vitesse plus ou moins grande, en réalité, hein, à ces échelles-là, ce sont des systèmes quantiques, hein, et
le moment d'inertie est quantifié, hein, c'est-à-dire qu'il peut prendre un certain nombre de valeurs discrètes. Hein, et donc cette quantification, elle est assez complexe justement parce que ce sont des rotateurs asymétriques, hein, c'est-à-dire qu'on peut facilement définir pour chacun de ces rotateurs l'énergie associée au moment cinétique total. En ce qui concerne la projection du moment cinétique, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Hein, et donc, il faut quand même retenir, bien sûr, qu'il y a des niveaux d'énergie de rotation. Alors, voilà pour la rotation. Alors, bien sûr, il y a autre chose. Il y a le fait que les molécules vibrent. Hein. Tout le monde connaît ça. Hein. On peut analyser la structure des molécules par spectroscopie infrarouge. Hein, et quand on fait de la spectroscopie d'absorption infrarouge, on excite les vibrations de la molécule. Alors, je voudrais donc là aussi donner quelques ordres de grandeur. Et avant de donner ces ordres de grandeur, peut-être montrer un petit peu ces vibrations des molécules. Donc là aussi, il faut que je retourne au logiciel. Voilà. Donc je vais revenir sur la molécule d'eau. Ici, et je vais montrer quels sont les modes de vibration de cette molécule. Alors, ils sont bien connus, les modes de vibration. On va la mettre comme ça. Ce sont donc des modes qui font intervenir soit des élongations, soit une variation d'angle. Et là, par exemple, si je fais cette vibration, hein, c'est la variation d'angle, ça. Voilà une des vibrations de la molécule, un des modes de vibration de la molécule. Je vais vous montrer les trois modes, après tout, c'est pas très compliqué à faire. Voilà. Donc ça, c'est l'expérience dont je vous parlais. Je suis en train de faire une expérience. Voilà, hein, le mode de vibration symétrique, hein, élongation symétrique. Hein, la molécule s'agite dans tous les sens. L'amplitude de la vibration, là, elle est un peu exagérée. Hein. Je peux la réduire, mais bon, laissons-la comme ça. Voilà. Et puis, il y a également un mode de vibration. Ah mince, alors j'ai fait une bêtise. Il y a un mode de vibration qui est donc antisymétrique. D'élongation antisymétrique que je vais vous montrer. Voilà, c'est celui-ci. Et on va donc faire cette élongation antisymétrique. Voilà, un autre type de mouvement de la molécule d'eau. Vous voyez, la molécule d'eau toute simple, c'est déjà très riche en termes de vibration. Sachant que dans la réalité, hein, si on pouvait l'observer, cette molécule, on aurait une vibration qui est une combinaison des trois. Hein. On aurait un mouvement plus ou moins désordonné, enfin qu'on verrait comme désordonné, hein, mais qui peut se décomposer en ces trois modes propres que je viens de définir. Alors passons à l'autre molécule. Alors vous imaginez bien que pour l'autre molécule, les modes de vibration sont relativement riches en termes de variation de longueur ou de variation d'angle. Donc je vais vous donner quelques exemples. Hein. Alors tout d'abord, on peut comptabiliser 63 modes de vibration. Hein. C'est facile à compter, il y a 23 atomes, les mouvements, alors les modes de vibration c'est lié aux différents déplacements des noyaux, hein. Donc ça vous fait 3 fois 23 déplacements possibles, sachant qu'il faut retirer les 3 déplacements qui correspondent à la translation et les 3 déplacements qui correspondent à la rotation de la molécule, hein, qui correspondent eux aussi à des changements de position des noyaux. Donc il vous reste 63 modes de vibration. Donc la molécule, à une température donnée, hein, vibre selon ces 63 modes. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Bon, c'est surtout le côté un petit peu ludique. Hein. Alors voilà le mode donc, qui est un mode qui est associé aux liaisons CH. Voilà. Vous voyez d'ailleurs que, bien sûr, ce sont des élongations des liaisons CH, élongations symétriques, mais qu'en même temps, il y a quand même un mouvement du cycle. Hein. Les deux cycles benzéniques, là, ont tendance à s'agrandir ou à se raccourcir au cours de cette vibration. Alors, vous avez également d'autres modes, comme par exemple les modes qui sont associés alors, à la vibration
Où est-ce qu'elle est, ça doit être celle-ci. Peut-être celle-ci, je ne sais plus. On va voir. Hein. De toute façon, elles sont toutes, voilà, elles sont toutes jolies à voir. Alors, voilà, le CH2 tout seul. Hein. Donc là, ça nous amène à l'idée hein, de mode de vibration de groupe. Hein. Quand on regarde effectivement ces différents modes, on se rend compte qu'ils sont, d'une part, ils correspondent à des liaisons bien particulières. Donc tout à l'heure, on avait les liaisons CH, mais du cycle benzénique. Là, maintenant, j'ai les liaisons CH du groupement CH2. Et puis, d'autre part, on a vu que les vibrations s'étendent sur l'ensemble de la molécule. Par exemple, la vibration CH du cycle benzénique que je vous ai montré tout à l'heure, elle faisait intervenir tous les CH en même temps. Hein. Et donc, elles ne sont pas localisées, mais elles correspondent quand même à des vibrations de groupe, c'est-à-dire les groupes chimiques caractéristiques ont leur mode propre de vibration. Et c'est d'ailleurs comme ça que fonctionne la spectrométrie infrarouge pour l'identification des molécules. Voilà, alors on va en montrer encore quelques-unes. Je vais vous montrer une vibration, on va chercher par là, des vibrations du cycle. Voilà, hein, donc vous avez, alors c'est d'ailleurs à la fois, vous voyez qu'il y a une variation des angles que fait le CH2, et avec les liaisons carbone, et une variation des longueurs des liaisons carbone. Voilà, vous voyez, c'est relativement complexe. Cette vibration, si vous regardez bien, vous voyez, je peux tourner la molécule, enfin je peux peut-être, si... Voilà, vous voyez que cette vibration, elle laisse la molécule plane. Il y a naturellement d'autres vibrations qui vont déformer la molécule en dehors du plan. Alors, je vais vous en montrer une. Alors voilà, je ne vous fais pas les 63. Hein, mais... Voilà, ben on va prendre celle-là. Allons-y. Voilà, vous voyez que là, il y a une déformation du plan. Hein, si je tourne effectivement la molécule comme ça, voilà, vous voyez. Hein, je vous avais dit, c'est un sujet léger, hein, on a l'impression qu'elle va s'envoler hein, avec cette vibration hors du plan de la molécule. Voilà, donc je vous ai montré tout ça pour que vous ayez bien une image hein, des molécules en plein mouvement. Hein, mouvement de rotation, mouvement de vibration. Il y a évidemment un mouvement que je n'ai pas considéré ici, qui est le mouvement de translation. Ça, c'est déjà un peu plus connu, puisque quand on parle d'un gaz, hein, on parle de la vitesse moyenne des molécules dans le gaz, hein, ou des atomes dans le gaz. C'est une vitesse, évidemment, de translation. Alors, donc, revenons à la présentation initiale. Donc, les molécules vibrent, et donc, ce qui me reste à donner ici, c'est quelques ordres de grandeur. Donc, pour l'eau, comme on l'a vu, il y a trois modes normaux de vibration. Leur fréquence, alors en fait j'ai donné les nombres d'ondes, hein, comme on le fait très souvent, hein, mais bien entendu ils sont directement reliés à la fréquence de vibration. Hein. Les nombres d'ondes, vous voyez, tournent autour pour les liaisons OH 3600-3700 cm-1. Donc le plus élevé c'est celui qui correspond à l'élongation antisymétrique. Et puis vous avez le nombre d'ondes qui correspond à la déformation angulaire, qui est en gros à 1600 cm-1. Hein, donc voilà les fréquences auxquelles on trouve ces modes de vibration. Cela correspond donc à un temps caractéristique de 10-14 secondes. Hein. Donc vous voyez, beaucoup plus petit hein, que le temps caractéristique de rotation. Hein, ce qui veut dire que la molécule vibre beaucoup plus vite qu'elle ne tourne. Hein. Les deux mouvements sont dans des échelles de temps telles que lorsque la molécule vibre, c'est comme si elle était au repos par rapport à la rotation. La rotation se fait très lentement pendant la vibration de la molécule. Bon, pour le fluorène, je ne vous ai pas donné les valeurs des 63 modes de vibration, hein, mais bon, évidemment, ils s'étendent sur une gamme légèrement plus grande, mais qui se situe de toute façon en dessous de 4000 cm-1. Mais ça, vous savez aussi, comme moi, quel est l'ordre de grandeur des ondes infrarouges que l'on utilise dans la spectrométrie infrarouge.
Voilà. Alors, encore un petit mot sur le mouvement de vibration, parce que là aussi, comme vous le savez, c'est un mouvement qui doit être décrit au moyen de la mécanique quantique. La décomposition que j'ai faite, c'est-à-dire celle qui consiste à dire qu'il y a une déformation d'ensemble de la molécule, mais que je dois pouvoir ramener ça à des modes propres de vibration caractéristiques, c'est une approximation en réalité qui consiste à dire qu'on va décrire ces modes propres comme des modes d'oscillateurs harmoniques. Chacun sait aussi que l'oscillateur harmonique en mécanique quantique est quantifié, selon la formule qui est indiquée ici, où vous avez le n, j'ai oublié de le marquer, mais le n, enfin, c'est marqué ici, le n qui varie enfin, qui est entier, positif ou nul, ce qui vous donne des niveaux de vibration qui sont régulièrement espacés dans cette molécule. Donc la molécule ne vibre que selon des modes propres, mais en plus, au sein de chaque mode propre, bien entendu, il y a un nombre quantique de vibrations spécifique. Alors, petite remarque, c'est que la fréquence qui est associée à ces modes, c'est-à-dire celle qui correspond à la fréquence classique d'oscillation, si on avait donc un oscillateur classique, c'est-à-dire essentiellement un ressort, par exemple pour une élongation de liaison, on aurait la fréquence que vous connaissez aussi, racine de k sur m, c'est la fréquence classique, correspond à l'oscillation du ressort. C'est aussi l'écart entre deux niveaux de vibration. Pour moi, ce n'est pas une chose forcément évidente, ça. Il se trouve que c'est l'écart entre les niveaux, ce qui fait que lorsque l'on va envoyer une onde électromagnétique dans l'infrarouge permettant de passer du niveau n égale 0 à n égale 1, par exemple, la fréquence de l'onde, elle a la même valeur que la fréquence de l'oscillateur. Donc il y a une espèce de résonance entre cette fréquence de l'oscillateur et la fréquence de l'onde, mais en réalité, la résonance telle qu'on devrait la définir, ça doit correspondre à la différence d'énergie. Je ne sais pas si vous voyez bien la nuance, c'est que c'est pas parce que la molécule vibre à une fréquence nue que c'est cette onde-là qui est absorbée, c'est parce qu'il y a une différence d'énergie égale à h nu que l'onde correspondante est absorbée. D'ailleurs, une fois que vous avez atteint le niveau n égale 1 dans la molécule, sa fréquence de vibration reste la même. Dans un oscillateur, ce qui change lorsqu'on rajoute de l'énergie, dans un oscillateur harmonique en tout cas, c'est évidemment l'amplitude. Ce n'est pas la fréquence. La fréquence d'oscillation reste la même. Voilà, donc bien entendu, ces niveaux de vibration des molécules sont discrets, c'est un comportement quantique. On peut d'ailleurs faire une petite discussion sur ce que ça signifie en termes de fonction d'onde. Dès que je parle de mécanique quantique, je dois parler de fonction d'onde. Donc j'ai représenté ici, d'une part, la courbe de potentiel associée à l'oscillateur harmonique, et puis, superposer à cela deux choses, les niveaux d'énergie, en fonction du nombre quantique n défini précédemment, et puis en bleu, vous avez la fonction d'onde qui décrit ce mouvement. Et puis de l'autre côté, sur la partie B, c'est la même chose, la courbe, les niveaux, et puis, non pas la fonction d'onde, mais le carré de la fonction d'onde, c'est-à-dire la probabilité d'avoir la molécule à telle ou telle distance, l'abscisse étant, s'il s'agit d'une élongation, étant la distance entre les deux atomes. Alors pourquoi je vous présente ça? Parce que c'est toujours un petit peu étrange, quand on parle d'oscillateur, on a une vision évidemment classique, mais en réalité, j'ai une distribution de probabilité, ou au mieux j'ai une fonction d'onde qui décrit ce mouvement. Et comme ce sont des états qui sont stationnaires, cette densité de probabilité, elle est bien entendu stationnaire, c'est-à-dire que je n'ai pas de mouvement à proprement parler là-dedans. J'ai une distribution de probabilité. Ça fait penser un petit peu à la structure électronique, je vais en dire un mot après, mais quand on parle de nuages électroniques, tout le monde comprend bien ce que ça veut dire. C'est la densité électronique, c'est la probabilité de trouver l'électron à une certaine distance des noyaux. On voit ça comme un nuage. On n'a pas besoin, pour parler de structure électronique ou de densité électronique, on n'a pas besoin d'imaginer l'électron qui se balade là-dedans. C'est pas nécessaire, on a une bonne idée. Là, ça devrait être pareil. Pour imaginer le mouvement de vibration, on ne devrait pas avoir besoin de ce que j'ai présenté juste avant. C'est-à-dire, j'ai présenté ce mouvement comme si c'était un mouvement classique,
hein. Mais en réalité, je devrais avoir une espèce de nuage vibrationnel, si vous voulez. Hein. La molécule, elle est à la fois allongée, raccourcie. Ce que je sais simplement, c'est que dans son état n égale 0, sa probabilité la plus grande, c'est se trouver à la distance qui correspond à la distance d'équilibre du système. Mais il y a une sorte de nuage vibrationnel. Alors, on peut essayer de se dire, mais si je prenais, si je fabriquais la molécule à une distance donnée, hein, c'est-à-dire si je la mettais dans un état représenté par cette fonction d'onde-là. Alors, cette fonction d'onde-là, vous le savez, c'est un paquet d'ondes. On pourrait imaginer, dire, voilà, je vais construire la molécule sous forme d'un paquet d'ondes, c'est-à-dire je vais me placer dans une situation où sa distance principale, c'est cette distance-là, ça n'est pas la distance d'équilibre, puis je vais bien voir si elle oscille. Alors, je peux effectivement faire ça, mais lorsque je fais ça, je ne suis plus dans un état stationnaire, bien entendu. Alors vous voyez, j'ai associé ici le paquet d'ondes à cet état n égale 1. Ça, c'est complètement faux. Hein, si je suis dans une situation de paquet d'ondes, hein, eh bien nécessairement, la distribution, le paquet d'ondes ne peut pas être associé à une énergie fixe. Ce paquet d'ondes, c'est une distribution sur des états stationnaires. Hein, et c'est comme ça qu'il va pouvoir se déplacer, le paquet d'ondes. Hein. Donc le paquet d'ondes, il est représenté ici comme tout à l'heure, mais en réalité, il représente tous les mouvements de vibration qui sont contenus dans une certaine gamme d'énergie qui est associée à la largeur du paquet d'ondes. Hein. Donc je ne peux pas dire, voilà, je suis dans l'état vibrationnel n égale 0, et puis j'ai la molécule qui oscille, hein, comme s'il y avait un paquet d'ondes. Non, si je suis dans l'état n égale 0, elle est stationnaire. La seule chose que je peux dire, c'est ce fameux nuage vibrationnel. Hein. Et par contre, si je veux la voir osciller, il faut que je la mette dans un état qui est un état dépendant du temps, et donc par définition non stationnaire. Et là, dans ce cas-là, je vais voir effectivement le déplacement de ce paquet d'ondes. Alors c'est un schéma fait à la main. Hein, en réalité, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que le paquet d'ondes, lorsqu'il se déplace, il va se déformer, bien entendu. Hein, il y a une dépendance en fonction du temps du mouvement du paquet d'ondes, hein, et il va y avoir des phénomènes, on va dire, de diffraction, hein, c'est-à-dire il va finir par se déformer et se distribuer d'une certaine manière sur les différents niveaux d'énergie concernés. Hein. Donc voilà l'image que l'on peut retenir de la vibration de la molécule. L'image stationnaire, nuage vibrationnel, ou alors une image dynamique, mais dans ce cas-là, la molécule n'est pas dans un état quantique stationnaire. Hein. Et donc pas dans un état tel que on peut définir, effectivement, par exemple, bien sûr, le nombre quantique, ou même l'énergie de vibration, elle ne peut pas être définie dans ce cas-là, puisqu'elle est distribuée sur un ensemble d'états. Voilà. Mais ça fait partie un petit peu des mystères de la mécanique quantique. Hein. C'est toujours un petit peu difficile d'avoir à la fois l'image classique, hein, c'est la plus facile, et puis l'image quantique en termes de distribution de probabilité. Alors je voudrais citer deux cas de mouvements que moi je considère comme des mouvements de vibration, hein, mais qu'on utilise, enfin on utilise souvent un autre terme. Bon, là j'ai utilisé le mouvement de déformation des molécules. Bon, la molécule se déforme. Alors il y a quelques cas un peu particuliers, je pense que vous les connaissez aussi. Il y a le cas de l'inversion de la molécule d'ammoniac. Hein, alors la molécule d'ammoniac, c'est une pyramide, hein, et si l'on dessine sa courbe de potentiel, ça n'est pas un oscillateur harmonique, c'est-à-dire ça n'est pas une parabole, c'est une courbe avec un puits de potentiel, avec un double puits de potentiel, et donc un maximum entre ces deux puits. Ce double puits de potentiel correspond au fait que vous pouvez avoir la molécule d'ammoniac, hein, de manière donc, tout à fait équivalente, soit dans une configuration, on pourrait parler plutôt de conformation, hein, dans laquelle l'azote est au-dessus du plan des deux hydrogènes, dans la représentation que j'ai faite, soit l'azote est en dessous du plan de l'atome d'hydrogène, et donc vous avez passage, si vous avez passage de l'un à l'autre, vous avez bien entendu donc un mouvement de l'azote qui va être un mouvement de vibration. Hein. Le passage se fait par passage dans une conformation, hein, qui correspond au système plan. Ça, c'est des choses bien connues. Alors, que se passe-t-il dans la réalité, si j'ose dire, hein? Alors, dans la réalité, pardon, ce qui se passe, c'est que vous voyez que la barrière, là, elle est de 2020 cm-1. Alors, c'est pas énorme, cette barrière. Par contre, c'est plus grand que l'énergie thermique, hein,
à la température ordinaire, bien sûr, je peux chauffer. L'énergie thermique à la température ordinaire exprimée en cm-1, c'est 200 cm-1. Hein. Donc je suis bien en dessous. Donc en réalité, les molécules, elles sont dans le puits. En tout cas, dans un puits de potentiel. Lequel, ça je vais pouvoir le dire juste après, mais elles ne sont pas au-dessus du puits. Donc ce mouvement de vibration, ça n'est pas un mouvement libre, hein, puisqu'il y a cette barrière entre les deux puits. Alors, dans quel puits se situe-t-elle? La réponse, c'est dans les deux à la fois, hein, c'est la réponse quantique. Hein, tout simplement parce que, comme vous le savez, je l'ai marqué ici, il y a un effet tunnel. Hein, l'effet tunnel, ça veut simplement dire que la fonction d'onde, hein, qui est distribuée sur l'état qui est à gauche, eh bien, elle se distribue également en dessous de la barrière et aussi sur l'état qui est à droite. Hein. Il y a une probabilité non nulle de trouver la molécule en dessous de la barrière. Alors, elle ne passe pas par-dessus. Hein. La molécule, quand elle fait ce mouvement de passage d'une forme pyramidale à l'autre, elle ne passe pas par-dessus la barrière. Ça, c'est la vision classique. Elle passe sous la barrière. Hein. Donc, elle a une énergie cinétique, si on a la vision classique à ce moment-là, hein, qui est négative. Hein. Elle passe donc par effet tunnel à travers la barrière. Donc c'est l'effet tunnel tel que l'on connaît de manière classique. Alors la conséquence de cet effet tunnel, hein, c'est que, en réalité, les états, alors là je parle d'états stationnaires, hein, je ne parle pas d'un paquet d'ondes qui fait l'aller-retour, je parle des états stationnaires, ceux que l'on peut observer en spectroscopie. Les états stationnaires sont dédoublés, hein, c'est-à-dire au lieu d'avoir deux niveaux à la même énergie, ici, à cause de l'effet tunnel, ça va faire ce qu'on appelle une levée de dégénérescence, ça va dédoubler les deux niveaux. Hein, et donc les deux niveaux, le 0 et 1, qu'on préfère plutôt appeler 0 plus et 0 moins, correspondent au même nombre quantique de vibrations, mais à une symétrie différente. Hein. Il y en a un qui est symétrique, c'est-à-dire la fonction d'onde elle est positive dans chacun des puits. Hein. L'unique fonction d'onde qui décrit ces deux puits en même temps est positive de chaque côté. Et puis le 0 moins, c'est une fonction d'onde qui est positive à droite, par exemple, et puis négative à gauche. Hein. Mais globalement, leurs propriétés énergétiques sont très proches. Mais il y a tout de même une séparation entre ces deux états. Vous voyez, la séparation elle est de 0,79 cm-1. Hein. Voilà. Donc, l'inversion de la molécule d'ammoniac, hein, c'est l'existence de ces deux niveaux séparés de 0,79 cm-1. Hein, pour moi, l'inversion de la molécule d'ammoniac, ce n'est pas un mouvement, enfin c'est comme ça peut-être que je l'ai représenté, ce n'est pas un mouvement de changement de pyramide, hein, c'est une distribution de probabilité sur les deux pyramides, hein, avec une différence entre les deux premiers niveaux vibrationnels, hein, de 0,79 cm-1. On peut bien entendu l'observer, ça, hein, ce qu'on appelle l'inversion de l'ammoniac, hein, c'est-à-dire observer la distance entre ces deux niveaux. Alors j'ai donné ici le schéma de ce qu'on appelle le maser à ammoniac. Bon, c'est un schéma très rapide. Hein. On a ici une source d'ammoniac, une source de NH3, hein, qui permet d'avoir un faisceau de NH3 qui passe dans un quadrupôle avec donc des pôles positifs et des pôles négatifs, et qui, donc voilà la section. Donc dans ce quadrupôle, ici, vous avez une focalisation des molécules, et elles arrivent dans une cavité résonante, hein, dans laquelle, donc c'est une cavité micro-ondes, dans laquelle on peut envoyer une onde qui va permettre de faire l'inversion de population, ou plutôt non, l'inversion de population, elle se fait au cours de la focalisation. Hein, et dans cette cavité, en fait, ce que l'on a, c'est simplement l'émission stimulée. Hein, donc, on envoie une onde qui a la bonne fréquence, c'est-à-dire celle qui correspond à la différence de 0,79 cm-1, et on se rend compte effectivement qu'avec ce système, il y a eu une inversion de population, c'est-à-dire que le niveau que j'avais appelé 0- est plus peuplé que le niveau 0+, et ça conduit donc à une émission intense, hein, d'une onde qui a une fréquence de 24 GHz. Hein, et cette onde, c'est l'onde qui constitue le rayonnement maser, hein, dans ce cas-là. Hein. Ces 24 GHz, on considère souvent, hein, que c'est finalement l'ordre de grandeur de la fréquence de passage du NH3 donc pyramide vers le haut au NH3 pyramide vers le bas, puisque ça correspond à la différence d'énergie entre les deux premiers niveaux. Hein, et donc par analogie avec
un mouvement, on va dire, classique, hein, bien que dans un mouvement classique, il n'y ait pas d'effet tunnel, bien entendu. Par analogie avec ce mouvement classique, eh bien, on a une fréquence d'inversion hein, qui est de 24 GHz, mais je le répète, cette fréquence d'inversion, en réalité, c'est simplement la différence entre deux niveaux stationnaires. Voilà. Alors, autre mouvement de déformation des molécules, celui-là vous le connaissez bien aussi, hein, c'est la torsion autour d'une liaison CC, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les changements de conformation. Je voudrais en dire un petit mot parce que je trouve qu'il y a souvent une confusion dans ce mouvement-là. Alors, c'est représenté par un potentiel avec un certain nombre de barrières. Bon, là, j'aurais dû continuer parce que dans le cas d'une liaison, c'est carbone-carbone pour l'éthane. Hein, vous avez bien entendu trois barrières de potentiel équivalentes en fonction de l'angle phi de rotation autour de cette liaison. Vous avez ici les représentations habituelles donc sous la forme Newman, hein, des conformations privilégiées, comme on dit souvent. Alors, d'abord, une petite remarque sur les conformations privilégiées. Donc, il y a la conformation, alors on peut l'appeler étoilée si l'on veut, hein, qui correspond au minimum de cette courbe de potentiel. Hein. Ce sont des minimums de courbe de potentiel, donc bien entendu, ce sont des situations stationnaires. Hein. Et puis vous avez cette conformation éclipsée, ici, qui correspond au maximum. Alors, un maximum d'énergie potentielle, ça n'est pas une situation stable, bien entendu. Hein. Donc ça veut dire que ça n'est pas une situation que l'on pourrait isoler. Ça n'est pas donc une conformation, entre guillemets, qui existe réellement. Hein. Vous n'allez pas trouver des molécules qui s'arrêtent hein, sur le haut du puits de potentiel. Hein. Donc la conformation éclipsée, si j'ose dire, elle n'existe pas. Hein. Ce qui existe, c'est les états stationnaires. C'est donc les conformations donc, décalées ou même sous forme étoilée. Hein. Donc c'est là-dessus qu'il faut se focaliser, en quelque sorte. Le maximum d'un puits de potentiel, ça a finalement la même signification qu'un ce qu'on appelle un état de transition. Hein. On a un maximum dans une courbe de potentiel, on a un état de transition, et l'état de transition, ben, vous savez bien que ce n'est pas un état stationnaire, hein, ce n'est pas un état que l'on va décrire comme étant stationnaire. Donc c'est l'état de transition du changement de conformation. Deuxième remarque, c'est que, bien sûr, il y a des niveaux d'énergie dans chacun des puits. Alors quand je dis dans chacun des puits, en réalité, il y a effet tunnel, hein, donc les niveaux d'énergie sont dédoublés, hein, avec un dédoublement qui d'ailleurs augmente au fur et à mesure qu'on monte en énergie, mais en tout cas, vous avez des niveaux d'énergie au sein des puits. Hein. Donc la molécule, quand elle est dans un puits, eh bien, elle ne tourne pas, elle vibre autour de la liaison carbone-carbone. Hein. Elle est dans son état stationnaire de vibration. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que, bien sûr, il y a ce fameux effet tunnel. Donc, en réalité, si je dis qu'elle vibre, il faut aussi que je dise qu'elle peut passer par effet tunnel dans un autre puits. Hein. Et donc, elle vibre, mais elle va faire brusquement une rotation de 120 degrés, elle va se retrouver dans un autre puits où elle va rester un certain temps et continuer à tourner. Puis encore une fois, cette vision-là, c'est la vision dynamique, hein, qui n'est pas la bonne vision, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la vision statique, il y a une certaine probabilité de trouver la molécule dans les trois puits qui existent pour cette molécule. Alors ce qu'il faut regarder aussi, bien sûr, c'est l'ordre de grandeur de la hauteur de la barrière hein, par rapport à l'énergie thermique. Donc pour la molécule d'éthane, c'est 960 cm-1, c'est plus grand que l'énergie thermique. Donc lorsque la molécule d'éthane change de conformation ici, elle se trouve dans les puits et le changement de conformation se fait par effet tunnel en dessous de la barrière de potentiel. Donc pas question de parler de cet état de transition là, de situation éclipsée. Bien sûr, si j'augmente la température, je me retrouverai au-dessus de barrières de potentiel, et là, bien sûr, j'ai la rotation libre, si l'on veut. Là, la rotation, pour moi, elle n'est pas libre. Voilà, donc une petite discussion sur ces mouvements, et je suis toujours dans mes échelles de temps. La structure électronique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on est souvent assez satisfait d'une description en termes de densité électronique. Hein. Voilà, le nuage électronique, je l'ai dessiné ici, enfin, je l'ai représenté ici. Ça ressemble un peu au modèle compact, mais quand même pas tout à fait. Alors, d'abord, pour dessiner un nuage électronique, il faut faire un choix de la surface que l'on va dessiner. Hein, parce que le nuage électronique, il s'étend, et même, bon, dans le principe, il s'étend jusqu'à l'infini, si on peut. Hein. Donc, suivant la surface que je choisis, la molécule, elle va être plus ou moins grosse. Hein. Alors, donc je choisis une surface raisonnable. Alors,
en général, on considère une surface telle que, à l'intérieur de la surface, il y a une densité électronique au moins égale à, par exemple, 95% de la totalité de la densité électronique. Ça donne une surface raisonnable, mais bon, il y a un choix un peu arbitraire à faire. Donc la représentation que je fais ici, c'est une représentation arbitraire. D'ailleurs, si on change de surface, j'ai fait ça après, alors voilà la densité électronique que j'ai représentée précédemment, avec une certaine surface. Je ne vous ai pas mis les chiffres, parce que ça n'a pas tellement d'importance, mais évidemment, c'est une surface qui correspond à une certaine probabilité de trouver l'électron. Si je prends une probabilité, enfin une surface qui correspond à une probabilité plus grande, eh bien, j'ai ça par exemple. Ça aussi, c'est un dessin de la densité électronique. Alors, finalement, ça ressemble de moins en moins à un modèle compact. Il y a des trous là au milieu, par exemple, qu'il n'y a pas dans le modèle compact. Ça dépend de la convention que je prends pour représenter cette densité électronique. Sachant que ça, c'est censé représenter une des surfaces d'iso-densité de probabilité contenue dans cette densité électronique qui s'étend dans tout l'espace. Si je continue, je peux avoir des choses comme ça. Voilà, une autre surface. Alors, on voit deux choses. On voit d'abord que, évidemment, elle est centrée sur les liaisons. Ça ne nous étonne pas trop. La densité électronique, c'est elle qui va former les liaisons de la molécule. Donc, c'est là qu'elle se concentre. Et puis on voit aussi qu'à l'intérieur, il y a des trous là, sur les atomes, ça a l'air quand même assez compliqué la densité électronique. Et puis c'est normal, si vous regardez autour d'un atome comment varie la densité électronique, vous voyez que c'est une fonction qui présente de nombreux maximums et minimums. Par contre, quand on est loin du noyau, eh bien la variation de la fonction est plus douce, ce qui fait qu'on a le type de surface que j'avais représenté au départ. Voilà. Alors, la densité électronique, ça ne me dit pas comment l'électron se promène là-dedans. Et à la limite, j'en ai pas vraiment besoin de l'électron. D'abord, il me faudra un modèle de l'électron. Est-ce que l'électron est une particule ponctuelle? Je crois qu'on ne sait pas très bien modéliser l'électron. Donc, on ne va pas parler de mouvement de l'électron là-dedans. Par contre, on peut quand même parler d'un temps caractéristique. Le temps caractéristique, c'est celui que l'on a lorsque on fait une excitation électronique, c'est-à-dire on change d'état électronique. De même qu'on a un temps caractéristique d'excitation vibrationnelle, il y a aussi un temps caractéristique d'excitation électronique, et il correspond, en gros, à l'ordre de grandeur de la différence entre les états électroniques. Temps caractéristique de l'ordre de 10-17 secondes, donc beaucoup plus rapide que le précédent. Je voudrais dire encore quelques mots du mouvement des électrons. Alors, je voudrais dire plutôt mouvement ou déformation, là aussi, de la densité électronique. On n'y pense pas toujours, mais la densité électronique, ce n'est pas quelque chose de fixe. Parce que la molécule vibre, justement. Alors, quand la molécule vibre, ça déforme la densité électronique. On est d'ailleurs dans le cadre de ce qu'on appelle l'approximation de Born-Oppenheimer, qui consiste à séparer le mouvement électronique du mouvement vibrationnel. Alors, la séparation, elle n'est pas complète, puisque lorsque j'allonge la liaison, par exemple, le nuage électronique se déforme. Donc, ça veut bien dire que la vibration, elle a une influence sur la forme du nuage électronique. Le principe de Born-Oppenheimer, le principe de cette séparation, c'est que la densité électronique, elle dépend effectivement de la position des noyaux. J'ai une densité qui se déforme quand la molécule bouge, mais elle ne dépend pas de leur vitesse, des noyaux. Donc, par exemple, quel que soit l'état vibrationnel dans lequel je me trouve, la déformation du nuage électronique reste la même pour une même distance internucléaire. Ou autrement dit aussi, si je reviens, je pars d'une certaine position, alors c'est une expérience par la pensée, je pars d'une certaine position des noyaux, une certaine distance, je laisse vibrer la molécule, je fais une demi-période par exemple, je reviens à la distance de départ, eh bien la densité électronique est la même que celle qu'elle était au départ. Elle est revenue à sa forme. Et ceci, quelle que soit la vitesse avec laquelle j'ai fait cet aller-retour. Donc la densité électronique, sa déformation, ne dépend pas de la vitesse des noyaux. Donc l'indépendance entre ces deux mouvements, ça passe par c'est une indépendance par rapport à la vitesse des noyaux. Bon, mais voilà, ce qu'on peut retenir, c'est que cette densité électronique se déforme. Bon, on comprend facilement pourquoi le mouvement des électrons que j'ai caractérisé par un temps de 10-17 secondes, il est tellement rapide que
la vibration pour les électrons, c'est vu comme quelque chose d'extrêmement lent. Hein, et donc, le nuage électronique s'adapte très rapidement à la distance internucléaire. Il y a un autre type de déformation qui est important, hein, c'est la polarisation. Ça, vous connaissez ça aussi. Hein. Si j'applique un champ électrique à une molécule, ben, le nuage électronique va se déformer. Hein, voilà, le mouvement peut se déformer. Là, c'est difficile de parler, lorsque c'est un champ électrique statique, c'est difficile de parler du temps de déformation de ce nuage électronique. Par contre, quand on a un champ sinusoïdal, par exemple, hein, donc, en tout cas quand on est dans une situation de champ variable au cours du temps, il y a une situation dynamique, hein, et le nuage électronique se déforme, et donc il y a une fréquence de déformation du nuage électronique. La première idée, c'est que la fréquence de déformation, elle est liée à l'expression de la polarisation en fonction du champ électrique, et au premier ordre, cette polarisation est évidemment proportionnelle au champ électrique, hein, et ce qui fait que la fréquence linéaire de déformation du nuage électronique, c'est la même que la fréquence du champ électrique que vous imposez. Hein. Donc si vous appliquez un champ électrique oscillant, hein, eh bien, le nuage va se déformer à la même fréquence que ce champ oscillant. Il y a aussi des phénomènes non linéaires, hein, qui se produisent lorsque le champ électrique est intense. Quand le champ électrique est intense, la polarisation, je ne peux pas dire qu'elle soit proportionnelle au champ électrique. Il faut que je prenne des termes d'ordre 2, par exemple. Et si je prends les termes d'ordre 2, eh bien, ça veut dire que la polarisation dépend du carré du champ électrique. Hein, et chacun sait que le carré du champ électrique, s'il s'agit d'un champ électrique sinusoïdal, ben, ça va induire des fréquences doubles, par exemple. Hein, ça va induire une fréquence égale à 2 fois la fréquence du champ incident. Et donc la polarisation peut se déformer à une fréquence 2 fois plus grande que celle du champ électrique. Hein, et c'est ce qu'on appelle un phénomène non linéaire. Et donc vous savez bien que il y a toute une partie de l'optique, hein, et de la spectroscopie, hein, qui s'intéresse à ces phénomènes non linéaires, donc se produisant à des fréquences différentes, en général des fréquences harmoniques, hein, de la fréquence du champ appliqué. Ça se produit lorsque le champ est intense, et donc typiquement c'est dans les lasers. Voilà, donc pour résumer ces échelles de temps, hein, voilà un petit diagramme qui vous donne quelques échelles de temps. Je ne vais pas le commenter très longuement, mais j'ai rajouté donc ici les échelles de temps associées aux réactions chimiques, hein, quelques réactions chimiques, le transfert de protons, les éliminations, les dissociations, quelques échelles de temps relatives à la biologie, le mouvement des protéines par exemple, ou la photosynthèse. Et au-dessus, j'ai aussi mis quelques phénomènes particuliers de transition électronique, comme la fluorescence, hein, qui se produisent avec des échelles de temps plus grandes que celles que j'ai annoncées pour les transitions électroniques. Donc pour les transitions électroniques, c'est relativement complexe. Alors, deuxième partie, peut-on explorer ces échelles de temps? Qu'est-ce que l'on peut voir? Donc, je vais vous donner 2-3 expériences où on a vu des mouvements moléculaires. Alors, ça m'étonne toujours, hein, vous êtes sans doute comme moi, on m'a toujours dit, moi, alors je ne sais pas si vous le dites toujours, mais on m'a toujours dit, oh, les molécules, c'est tout petit, on ne pourra jamais les voir. Comptez pas là-dessus, on les verra. Puis maintenant, on les voit, les molécules. Alors, dans des conditions un peu particulières, vous le savez, lorsqu'on a une surface, comme ici une surface de platine, sur laquelle on absorbe des molécules, on peut faire des expériences de microscopie par effet tunnel. Alors, vous savez ce que c'est, je pense. Hein, vous avez une pointe qui s'approche de la surface et qui balaye la surface. Et entre cette surface et la pointe, il y a un courant qui circule par effet tunnel parce que le courant passe dans le vide, si vous voulez. Hein. Donc, il y a un courant qui circule et ce courant va nous renseigner sur la topologie de la surface, pour faire simple. Alors, la pointe, elle ne heurte pas la surface, hein, elle est relativement éloignée, mais le courant sent les objets qui sont déposés à la surface, et il varie en fonction de la nature de ces objets, bien sûr de leur position. Donc vous avez par exemple ici des molécules O2 qui sont déposées sur la surface, sur une surface de platine. Alors voilà une molécule O2, il y en a une autre là, puis ça c'est un défaut dans la surface. Hein. Donc cette molécule de O2, vous voyez, elle a l'allure d'une poire. Hein. Alors c'est pas que la molécule O2 ait la forme d'une poire, c'est parce que sur la surface, elle est posée sur un triangle constitué de 3 atomes de platine. Et il y a un des atomes d'oxygène qui est sur la base du triangle, alors que l'autre est sur
un atome de platine sur un sommet. Donc elle est inclinée sur la surface. Et donc quand vous passez votre pointe au-dessus, hein, bien entendu, vous voyez surtout l'atome qui est positionné le plus haut. Hein. Et c'est pour ça qu'elle a une forme de poire. Hein. Alors c'est bien parce que ça nous permet de repérer sa position. Alors dans cette expérience, qu'est-ce que l'on fait? On approche la pointe au-dessus de la poire, hein. On envoie une impulsion de 0,15 volts, puis on regarde le courant. Alors, on est au-dessus de la poire, il y a un courant qui correspond à l'effet tunnel avec la poire, le voilà, ce courant, il est là, et puis d'un seul coup, au bout de 20 millisecondes, le courant, il existe toujours, mais il diminue. Hein, il était de 35 nanoampères, il diminue à environ 15 nanoampères. Et bien s'il diminue, c'est que, en fait, la molécule, elle n'est plus sous la pointe, elle a tourné, la molécule. Elle a tourné sur le triangle des 3 atomes de platine. D'accord ? Donc on a fait une rotation de la molécule induite par cet effet tunnel. Et ça, on peut l'observer. Après, une fois que vous avez fait cette expérience, vous refaites un balayage sur la même zone géométrique, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la molécule ici, vous voyez la poire qui a tourné. Hein, la partie la plus haute de la poire, la plus grosse de la poire est ici. Donc ça veut dire que ici, la molécule était sur un platine qui est placé donc à gauche. Alors comme c'est une structure, on la voit ici, la structure en triangle, hein, cette fois-ci, l'atome d'oxygène se trouve sur un platine qui est dans cette direction, faisant 120 degrés par rapport à la direction initiale. Et si on continue à appliquer ce pulse, vous voyez, la molécule a encore tourné là. Hein, donc là, on observe comme ça une rotation de la molécule. D'autres travaux d'autres travaux de rotation des molécules, c'est des travaux qui ont été faits donc à Toulouse par Christian Joachim, hein, sur ce qu'il appelait un rotor moléculaire. Donc ce sont des molécules, vous voyez, un petit peu compliquées, hein, hexaterbutyldecacyclène, qui sont absorbées sur une surface de cuivre. Alors ça, c'est des modèles, bien entendu, et c'est cette molécule-là que l'on va regarder dans 2 situations. Une situation où elle est entourée de 4 autres molécules, et une situation où elle a reculé d'une rangée d'atomes de cuivre. Hein, elle s'est déplacée un peu vers la droite. Voyez. Alors, dans la première situation ici, la molécule elle est ici, voilà. Alors, on la voit, on voit toujours par donc, microscopie à effet tunnel, on voit les sommets ici qui sont positionnés de façon fixe. Par contre, quand la molécule a reculé, on voit qu'elle a reculé, là il y a un espace un petit peu plus grand qui correspond à cet espace-là. Quand elle a reculé, on ne peut plus distinguer les différents atomes, là. On voit un espèce de tore, ici, qui correspond au fait que la molécule elle est en train de tourner. Et quand on fait le balayage en microscopie à effet tunnel, ce qu'on voit, c'est la molécule qui tourne. Hein. La position de la molécule n'est plus stable, elle tourne autour de son axe sur la surface de cuivre. Donc voilà une expérience mettant en évidence cette rotation de molécules. Alors l'autre méthode pour explorer le temps, c'est évidemment d'utiliser des lasers pulsés. Alors j'ai donné un exemple typique ici, une impulsion, alors c'est un exemple relativement, c'est quelque chose de relativement exigeant, hein, d'avoir une impulsion qui fait une durée de 10 femtosecondes. On va actuellement jusqu'à 4,5 femtosecondes, mais en fait, je pense que vous avez tous eu ce document, hein, vous regarderez, on parle de l'attoseconde, atto, A2TO seconde, qui est l'échelle en dessous, hein, donc femto c'est 10-15, et donc atto c'est 10-18, hein, donc on commence à savoir faire des lasers qui ont des impulsions encore plus courtes. Hein. Alors ça c'est très intéressant parce que ça va nous donner effectivement la possibilité d'envoyer une onde, hein, pendant un temps très court, et donc d'avoir accès à des échelles de temps de l'ordre, vous voyez, 10-14 secondes ici, qui sont typiquement les échelles de temps des molécules. Alors la cadence des impulsions, c'est par exemple 20 Hz, on envoie une impulsion tous les 20e de seconde, à une longueur d'onde dans le visible, ici 620 nanomètres, avec une énergie de 10 microjoules, bien entendu l'énergie 10 microjoules, c'est pas beaucoup, mais bien sûr, ce qui compte, c'est l'énergie dépensée pendant le temps des 10 femtosecondes, et elle correspond bien sûr à une puissance de 1 gigawatt. Hein, un laser qui vous envoie d'un seul coup, pas longtemps, mais une énergie de 1 gigawatt. C'est vous dire que dans ces systèmes-là, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, la polarisation, elle ne dépend pas seulement linéairement du champ électrique,
hein, mais aussi de manière quadratique et éventuellement à des ordres plus élevés. Et on est tout à fait dans le domaine de l'optique non linéaire. Hein, donc, par exemple de fréquence, de l'expérience, c'est ce qu'on appelle le doublage de fréquence. Hein, quand vous envoyez cette onde H nulle, avec la longueur d'onde de 620 nanomètres, en réalité, ce qui se passe entre deux niveaux d'énergie, ce qui peut se passer, c'est qu'au lieu d'absorber un photon, comme on le fait en optique linéaire, on absorbe d'un coup 2 photons. Hein, ce n'est pas 2 photons consécutifs, c'est d'un seul coup, il y a une telle densité d'énergie et donc une telle densité de photons que la molécule est capable d'absorber 2 photons d'un coup et de réémettre ensuite un seul photon, mais de fréquence, évidemment, 2 fois plus grande, hein, ce qu'on appelle le doublage de fréquence. Donc il y a des phénomènes non linéaires hein, qui sont associés à ces lasers. Pour étudier l'échelle de temps, eh bien, il faut évidemment faire des expériences. Type d'expérience, c'est des expériences pompe-sonde, alors dans laquelle on utilise donc un montage expérimental dans lequel on fabrique un faisceau de molécules. Vous voyez le faisceau de molécules qui est fabriqué ici dans un système avec un orifice qui permet, et là ce qu'on appelle un écorceur, hein, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'empêcher les molécules qui n'ont pas pris la bonne direction de pénétrer dans le faisceau. Ça permet d'avoir un faisceau bien focalisé, faisceau de molécules, qui va être traversé ici, qui va être croisé par un faisceau laser. En fait, c'est un double faisceau laser. Il y a 2 lasers. Hein. Il y a un laser, donc là, qui est représenté en rouge, qui envoie une impulsion qui sert de sonde, pardon, de pompe. Hein. Ce laser sert de pompe. Alors, pompe, ça veut dire que la lumière associée va être absorbée par la molécule. Et puis vous avez derrière un autre laser qui sert de sonde. Hein, et donc la molécule dans l'état excité, vous allez pouvoir la réexciter par un deuxième laser et comme ça étudier par exemple son absorption par ce deuxième laser ou des phénomènes d'ionisation liés à ce deuxième laser. Ce deuxième laser est décalé dans le temps par rapport au premier et ce décalage dans le temps vous donne l'échelle de temps hein, pendant laquelle vous pouvez regarder ce qui se passe sur la molécule. Donc c'est un système pompe-sonde avec un décalage dans le temps qu'on obtient simplement en déplaçant le miroir. Là. Il suffit de déplacer dans l'axe du faisceau et vous changez le temps entre les 2 lasers. Et donc ce temps entre les 2 lasers, d'abord il y a une résolution en temps qui est donc évidemment celle de la largeur de l'impulsion et vous pouvez changer cette distance entre les 2 lasers et donc avoir des temps variables. Alors, ça fonctionne là aussi par paquet d'ondes. Bon, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure ce que c'était, donc je peux passer assez vite. Hein, on atteint formellement un niveau vibrationnel, par exemple, mais en réalité, on obtient une distribution sur des niveaux. C'est lié, en fait, à la relation d'incertitude, c'est-à-dire que si l'échelle de temps est de 10-14 secondes, hein, on obtient une distribution de l'ordre de 60 milliélectronvolts sur les différents niveaux d'énergie. Bon. Alors voilà le genre d'expérience que l'on peut faire, hein. C'est suivre, donc ça a été fait par Ziwell qui, comme vous le savez, avait eu un prix Nobel sur ce type de sujet, suivre les mouvements de vibration d'une molécule de diode. Alors vous avez la molécule de diode ici, alors là c'est un petit schéma qui explique ce qui se passe. La molécule vibre, hein, donc voilà les vibrations de la molécule, et donc on observe la distance internucléaire en fonction, décidément, donc on observe la distance internucléaire, donc en fonction du temps. Alors, la spectroscopie femtoseconde, là, comme on peut l'appeler, elle est liée donc aux courbes de potentiel que vous avez ici. Vous avez donc une absorption par la sonde, non, par la pompe, décidément je mélange les deux. Vous avez une absorption liée à l'envoi de la pompe, qui vient mettre la molécule dans un état excité et dans un état vibrationnel choisi. Et après, on peut mettre derrière la sonde. Alors la sonde, elle permet d'aller dans un autre état, encore plus haut, pour lequel vous allez pouvoir observer l'émission de lumière, c'est-à-dire la fluorescence. Donc en regardant la fluorescence qui se passe ici, après la pompe, hein, eh bien vous avez une image de ce qui s'est passé en dessous. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé en dessous ? Eh bien, la molécule, elle a été fabriquée dans cet état vibrationnel et elle se met à vibrer. Alors, vous avez
envoyer donc une impulsion, donc un paquet d'ondes en fait, et elle vibre dans cet état-là. Et donc, quand elle vibre, vous voyez, elle change évidemment de distance internucléaire, mais la sonde, elle, n'est efficace que pour cette position-là, parce que c'est là que vous avez résonance entre le niveau énergétique le plus élevé et la longueur d'onde de la sonde. Si vous êtes ici, par exemple, la longueur d'onde de la sonde ne vous permet pas d'aller sur la courbe de potentiel du niveau le plus élevé. Et par conséquent, la sonde va vous permettre de regarder quand est-ce que la molécule revient, par exemple, à cette distance internucléaire. Alors, donc, dans cette expérience pompe-sonde, on fait varier le délai entre les deux, entre la pompe et la sonde, et puis on regarde ce qui se passe. Alors, voilà le délai, ici. Et puis voilà la fluorescence qui est observée au bout du compte, et on voit des oscillations. Alors, d'abord, on voit qu'il y a des battements, bon, et puis on voit les oscillations, et on voit que l'écart entre deux oscillations, c'est 300 femtosecondes. Et bien, en fait, ça correspond à la fréquence de cette vibration-là. On vient d'observer, en fonction du temps, la vibration de la molécule. D'accord ? Et donc, c'est le temps typique de cette période de vibration. Alors, il y a un battement parce qu'en réalité, il y a plusieurs modes de vibration, ce ne sont pas des modes, plusieurs niveaux de vibration qui peuvent être excités, et en particulier, il y a également un couplage avec le mouvement de rotation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un couplage avec le mouvement de rotation qui fait que, suivant la façon dont la molécule tourne, sa vibration n'est pas la même, et donc là, il y a principalement deux modes qui apparaissent, qui sont d'ailleurs résolus ici par donc, une transformée de Fourier de cette courbe-là. On peut, comme ça, extraire les deux fréquences de vibration qui sont associées à ce battement. Bon, en tout cas, voilà, on a observé directement la vibration de la molécule en fonction du temps. Ce n'est pas simplement une expérience où on observe la fréquence de l'onde absorbée, on observe vraiment ce qui se passe en fonction du temps. Voilà, alors je voudrais vous dire, pour terminer, un tout petit mot, mais je vais peut-être un peu accélérer parce que je ne suis pas très en avance, sur les surfaces de potentiel. Alors là on rejoint plutôt des études que je connais mieux, finalement, ce sont les études théoriques. Comment représente-t-on théoriquement ces mouvements des molécules? Eh bien, on se sert de l'outil surface de potentiel. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, c'est l'énergie potentielle de la molécule pour différentes positions des noyaux. Donc d'abord, ce ne sont pas des surfaces, ce sont des hypersurfaces. La position des noyaux, si j'ai n noyaux, ça me fait 3n coordonnées, et donc c'est une surface à 3n plus une dimension pour représenter la surface. Donc ça, c'est simplement une coupe, finalement, dans une hypersurface. Vous avez ici donc les variations de distance, et puis vous avez la surface, avec un certain nombre de points singuliers, par exemple un minimum, donc ça c'est la situation stable des molécules. Vous avez ici ce qu'on appelle un point sel, c'est-à-dire ça correspond à un col. Alors ça c'est ce qui correspond aux états de transition lors d'une réaction chimique, le passage d'un minimum à un autre par un état de transition. Puis vous avez aussi ici ce qui est représenté par un maximum, qui est aussi, on appelle ça aussi d'une manière générale un point sel, mais c'est un point sel d'ordre 2, parce qu'il y a deux directions pour lesquelles vous avez un passage par un maximum. Alors pour les états de transition, ce sont les points sel d'ordre 1 qui sont pertinents. Voilà, alors on fait sur ces surfaces de la dynamique moléculaire, c'est-à-dire que l'on fixe la position des noyaux, on se débrouille pour obtenir des forces, les forces auxquelles sont soumis les noyaux, puis on les laisse se déplacer selon les lois soit de la mécanique classique, là c'est dans le cas où on a les forces classiques, donc c'est vraiment le déplacement sur la surface, soit de la mécanique quantique, alors là on appelle ça la propagation d'un paquet d'ondes, c'est-à-dire on va mettre les molécules représentées par une fonction d'onde localisée, il a une certaine énergie cinétique, mais l'énergie potentielle n'est pas en tant que telle une observable. Voilà, alors je vais peut-être passer rapidement la suite. J'avais prévu de vous parler, donc, par exemple, des trajectoires que l'on peut observer. Alors on fixe, alors là c'est une vue de dessus de la surface, on fixe la position de la molécule, puis on la laisse partir dans différentes directions, et on peut ainsi en déduire, par exemple, la vitesse avec laquelle elle vibre une fois qu'elle atteint ce minimum, donc là ça correspond à la molécule de CO2, enfin peu importe. Vous voyez que dans cette oscillation, j'ai une idée de la vibration de la molécule, et donc je vais pouvoir en déduire, par le calcul bien entendu, des informations sur les modes de vibration. Donc à partir d'une trajectoire sur la surface, je peux en déduire la fréquence de vibration.
Alors, je passe là aussi. Alors, voilà par exemple des calculs numériques. On va regarder uniquement cette figure. Vous avez l'expérience ici qui est faite, alors c'est Marie-Pierre Guégeot à Évry, hein, expérience qui est faite, donc une expérience d'absorption en fait, sur un système moléculaire. Voilà l'expérience. Et puis voilà la reconstitution, donc en bleu, ici, la reconstitution des fréquences associées à une trajectoire à l'intérieur, enfin sur cette surface de potentiel. Vous pouvez en tirer les fréquences propres. Hein, et vous voyez que, bon, dans la figure qui m'a été transmise, il aurait été bien de les mettre exactement en relation l'une avec l'autre, mais vous pouvez voir que ce grand pic, par exemple, hein, est à peu près à la même position que le pic expérimental, hein, et avec une forme qui lui est proche. Hein, et donc on peut effectivement, comme ça, étudier par un calcul donc, de dynamique moléculaire quantique, de manière relativement fiable, les modes de vibration des molécules. Alors voilà, il y a quelques complications lorsqu'on atteint les états excités, hein, parce que vous voyez qu'il y a des surfaces un petit peu plus difficiles à manipuler. Il y a ce qu'on appelle des intersections, ici intersections coniques, hein, qui donnent beaucoup de difficultés aux théoriciens. Voilà, en guise de conclusion. Alors, d'abord, en guise de conclusion, vous savez, quand on met ça, c'est qu'on ne sait pas quoi dire en conclusion. Hein. En guise de... Alors, j'ai repris un peu quelques éléments des programmes de Terminal S et de 4e qui parlent des modèles moléculaires. Hein. Voilà, si je peux faire passer un message, ne laissez pas l'idée aux élèves que les molécules, ce sont des objets fixes. Hein. Même si vous utilisez des modèles moléculaires, n'oubliez pas de leur dire que ça bouge, ça tourne, ça vibre, etc. Quand on parle de réaction chimique interprétée en termes de choc efficace, il n'y a pas que le choc quand même. Il y a aussi le fait que pendant le choc, il y a une variation de la distance internucléaire, par exemple, s'il y a une réaction chimique. Voilà. Et puis le dernier point, c'est, voilà, j'ai repris les images que vous connaissez, de la fin du siècle dernier, d'Edward Muybridge, qui cherchait à décomposer le mouvement. On est, nous, dans une situation différente, hein, puisque les molécules, l'idée qu'on s'en fait, c'est qu'elles sont fixes. Moi, je voudrais recomposer le mouvement, en quelque sorte. Hein, j'ai des images fixes, je voudrais recomposer le mouvement. C'est ça le message que je voudrais faire passer. Hein. Et bon, tout à l'heure, j'ai parlé de l'heure du PMU, alors on est en plein dedans, effectivement, et lorsque l'on recompose le mouvement, voilà donc ce que donne ce mouvement à partir des différentes images fixes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Juste au début de votre exposé, vous avez parlé des 3 modes de vibration de la molécule d'eau. On aurait l'impression que le spectre de l'eau doit être très simple, ce qui n'est pas. Alors qu'est-ce qui le complique? Est-ce que ce sont la multiplicité des transitions entre ces modes de vibration, ou est-ce que c'est en plus toute la rotation, la vibro-rotation qui vient enrichir l'ensemble? Alors, il y a un peu les deux, mais enfin, il y a surtout... Alors, d'abord, il faut bien qu'on s'entende, c'est le spectre de l'eau, c'est l'eau liquide. Hein. Moi, je vous ai parlé de l'eau gazeuse. Hein. Alors, l'eau gazeuse, je m'entends, hein, d'accord. Donc, dans sa forme gazeuse, par contre, le spectre, il respecte effectivement ces modes-là, c'est relativement simple. Par contre, dans l'eau liquide, il y a donc le problème des mouvements de rotation qui sont empêchés, d'une part. Hein, vous savez, c'est ce qui est utilisé d'ailleurs dans les micro-ondes, dans les fours à micro-ondes pour chauffer l'eau. Et puis il y a le problème de l'interaction, surtout entre les molécules. Hein. Il y a une multiplicité de liaisons hydrogène qui fait que il y a une multiplicité de modes, si vous voulez. Il n'y a pas les seuls 3 modes que j'ai indiqués. Voilà. Oui, j'avais une question concernant l'expérience que vous avez montrée. Je suis ici. Ouais. L'expérience que vous avez montrée sur la sonde des pompes sur I2. Alors peut-être que vous allez pouvoir lever un petit peu mon ignorance. Je me pose des questions quant à la polarisabilité de I2. Comment est-ce qu'on lui fait absorber des ondes électromagnétiques? Donc d'une part, alors effectivement vous avez raison, parce que I2 c'est un système qui est non polaire, hein, c'est une molécule symétrique qui est non polaire. Alors ces expériences, elles ont été faites
à une température relativement basse. Alors j'ai oublié la valeur exacte. Ce qui fait que l'iode est en partie condensé. D'ailleurs, dans la présentation que j'avais donnée, si vous avez vu sur la partie rotation, il était mentionné effectivement qu'il y avait 3 molécules d'iode qui étaient agrégées en un agrégat, finalement. Et donc la symétrie de la molécule disparaît dans ce cas-là. Et donc on a une possibilité d'absorption de rayonnement. Donc ce n'est pas tout à fait, dans ce cas-là, l'iode en phase gazeuse, c'est de l'iode agrégé. Moi, je voulais vous demander, est-ce que c'est envisageable de disposer en lycée d'un logiciel comme ça de présentation des molécules aux élèves? Oui, tout à fait, c'est envisageable. D'abord, ce logiciel-là, il s'appelle Molekel avec un K, M-O-L-E-K-E-L. Il est accessible de manière libre. Il faut chercher, vous connaissez les moteurs de recherche habituels, vous le trouverez sans problème. Donc il marche sur PC, il marche sur des systèmes plus complexes, mais tout à fait accessible et il est effectivement assez joli. Il y en a d'autres, dans mon laboratoire, on a développé un logiciel qui s'appelle Gabedit, G-A-B-E-D-I-T. Là aussi, il est en accès libre. Vous trouverez donc même chose sur le site web. Il offre beaucoup plus de possibilités. La difficulté de ces logiciels, alors, donc en particulier de Gabedit, c'est que c'est des logiciels qui sont faits pour exploiter des données tirées de calculs de chimie quantique, effectués eux aussi avec des logiciels, bon là, qui ne sont pas en accès libre par contre. Enfin, vous pouvez vous les acheter si vous voulez. Donc ce sont des logiciels d'interprétation de données. Donc ça veut dire qu'il faut avoir les données des calculs de chimie quantique. Mais dans le cas de Molekel, il est possible de créer un fichier de coordonnées x, y, z des molécules, et il est capable de lire ces fichiers de coordonnées. Par contre, pour visualiser des fréquences, là il faut avoir fait un calcul de fréquences, un petit peu plus complexe. Bonjour. Oui. Ici. Dans l'expérience sur les doubles lasers, comment faites-vous pour arriver à mesurer des fréquences aussi rapides, enfin des temps de l'ordre de 10 puissance moins 15 à moins 15 secondes? Oui. Alors, donc je voulais expliquer, le système, c'est en fait la sonde qui permet effectivement d'avoir une transition au bout d'un certain temps, c'est le temps de délai entre les deux, et donc la sonde va conduire à un état qui lui-même va pouvoir émettre de la lumière, par fluorescence. D'accord? Donc, si la molécule absorbe, eh bien, aussitôt après, vous avez un signal de fluorescence. Si elle n'absorbe pas, vous n'avez pas de signal de fluorescence. Donc, en suivant la fluorescence, d'accord, eh bien, vous pouvez effectivement suivre le temps entre la pompe et la sonde. Alors, ce qu'il faut, c'est avoir un détecteur qui soit capable de répondre à cette fréquence-là. Mais les détecteurs type photomultiplicateur ont une réponse effectivement très rapide qui permet de le faire. C'est une des limites de ces expériences. C'est pas seulement la largeur de l'impulsion, c'est le temps de réponse du détecteur. Quand on a parlé tout à l'heure de laser attoseconde, je ne suis pas sûr qu'on ait des détecteurs qui permettent de descendre aussi bas. Et ça existe pour les femtosecondes. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Simon. Merci. Comme j'ai dépassé un petit peu le temps, je me suis demandé si j'en ai un droit moi aussi au cadeau, mais ça m'a rassuré.